compagnie des guides a été créée en 1821. Il y avait à ce moment-là les premiers ascensionnistes qui venaient pour le Mont Blanc. Et il a été décidé, mais ça c'est plus que Chamonix, hein, on n'était pas encore en France, c'était le régime Sardes-Piémont, d'organiser cette profession de guide pour pas que les gens se fassent accaparer à tous les coins de rue par quelqu'un pour les accompagner. Donc voilà comment a été créée la compagnie des guides 1821. Après bien sûr il y a eu toute la période guide avec guide muletier, guide porteur, enfin il y a eu toute une période relativement importante jusqu'à on peut dire à 1945 où la compagnie des guides là rentre avec un diplôme d'État. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était un diplôme donné par les gens de Chamonix, le maire, un juge de paix, le président des guides. Il y avait autant un côté de moralité qu'un côté technique. Et sous la pression d'Armand Charlet, membre de la compagnie des guides, il est décidé de créer un diplôme d'État. Et ce diplôme d'État est donc passé encore actuellement à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Voilà, on peut dire l'évolution du métier au cours des années. Quand les mulets ont quitté la vallée de Chamonix, ça a été une évolution. Après, peut-être que le métier de guide est devenu aussi, a évolué, et c'est peut-être où on en est actuellement. Il évoluait aussi de la façon dont les gens viennent en montagne. Avant, ils s'installaient, peut-être pour 1 mois, 2 mois, et ils s'installaient à Chamonix, dans les grands hôtels, ils prenaient un guide pour faire différentes ascensions. Maintenant, on voit bien que les périodes sont plus courtes, donc où les gens veulent peut-être faire plus de choses techniques rapidement. Et donc là aussi, c'est une des évolutions. Mais je crois, si on peut résumer, que le métier de guide a toujours été de s'adapter. Hein, on sait ce que c'est que l'équilibre, puisqu'on fait ça tous les jours, donc c'est de s'adapter. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une pratique à côté, c'était soit hôtelier, soit peut-être plus d'agriculteurs. Et quand il n'y a plus d'agriculture dans la vallée de Chamonix, les gens ont ajouté à leur métier une compétence différente, certains appellent ça une passion, mais plutôt une autre corde à leur activité. Bon, il y a des gens qui sont peintres, artistes, comme Lionel, il y a des gens qui sont sculpteurs, comme Roland Créton, et puis chacun a trouvé, mais j'allais dire, son domaine. Et la compagnie des guides, ça se trouve être des multitudes de talents dans différents domaines. On en a un qui est particulièrement connu, qui est Jean Afanasieff, qui est le premier Français à avoir mis le pied au sommet de l'Everest, les pieds parce qu'il en avait 2, au sommet de l'Everest. Et maintenant, voilà, c'est un talent de réalisateur, Jean, et de caméraman. Voilà, ce sont des talents divers dans cette compagnie. C'est lorsque j'ai eu la chance de partir à l'Everest que le déclic s'est fait. Effectivement, à cette époque-là, moi, je ne faisais pas de photos, pas de films, évidemment. Et une équipe de TF1 nous accompagnait dans un contexte très professionnel. Et on a pu les emmener dans la fameuse cascade de glace. J'ai porté leur caméra 16 mm à l'époque. J'ai par hasard fait un plan. J'ai fait un plan pour leur faire plaisir à Christian Brincourt et Jean-Claude Onin de TF1. L'équipe Everest 78 est au sommet de la bosse. On est au sommet, on est au sommet. Ici camp de base, bravo Jean, bravo. Comment vas-tu au sommet, comment vas-tu? Fantastique, on a enlevé les masques. Bref, le pied, à la fois le pied sur toi du monde. Et tout d'un coup, j'ai eu ce virus, un peu l'image qui m'a pris. C'est-à-dire que l'expédition suivante que j'ai organisée au Fitzroy, en Patagonie, j'ai voulu faire un film, le premier, j'y connaissais absolument rien, donc j'ai appris sur le tas. Et cette expédition, en fait, au départ, je voulais faire un peu un film où je serais une sorte de héros. Bon, ça a été un peu le cas. Je voulais devenir une vedette de la montagne à l'époque, mais très rapidement, pour le second, je me suis plutôt engagé dans des films plus personnels. J'ai commencé à décrire des contextes humains un peu extrêmes d'expéditionnaires, d'expéditions en Himalaya. Et donc ça a été les nuages du Karakorum, le Nanga Parbat, Tibet-Everest, encore des films à l'Everest, toujours pour montrer à la fois l'ascension si elle réussissait, mais également l'échec, et également comment vivaient des gens isolés totalement dans un camp de base. Et peu à peu, du fait que j'ai commencé à puiser dans ma culture personnelle par rapport à la montagne, j'ai commencé à faire des films qui étaient des portraits, qui le sont toujours, d'alpinistes qui m'avaient marqué à l'époque où je grimpais et à laquelle j'étais très jeune. Donc c'était Robert Parago et Lucien Berardini, Georges Olivanos et quelques autres encore. J'ai fait des films également au Yosemite et tout d'un coup, j'ai obliqué un peu instinctivement vers la Russie. Je parle un peu la langue et j'ai commencé à filmer en Russie.
Mais à chaque fois que je reviens à Chamonix, je me sens quand même chez moi, quoi, dans ma vallée, entre guillemets, et j'aime toujours être avec mes amis, mes collègues de la compagnie des guides de Chamonix pour à la fois échanger des idées, connaître les conditions de la montagne, pour y retourner moi-même. Parce que j'aime toujours profondément la montagne. Je peux dire que la montagne, pour moi, et le métier de guide ont été et sont toujours une formidable école de vie qui m'ont appris pas mal de choses, tout en sachant qu'on apprend toujours et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais grâce à cette pratique du métier de guide et de la montagne, eh bien, je me fais dans mes voyages, qui sont parfois pas extrêmes, mais un peu, comment dire, durs à organiser, dans des situations parfois humaines difficiles, eh bien, tout ça m'amène beaucoup et m'apporte beaucoup d'éléments pour m'en sortir. Ok. Quand une personne souhaite prendre un guide, elle se rend dans un bureau des guides. La première personne qu'elle rencontre, c'est la secrétaire, qui va l'orienter ou la conseiller sur la course. Ensuite, les secrétaires, elles, transmettent le travail au guide, et les guides se distribuent le travail par le biais d'un tour de rôle, en fait. Et ce tour de rôle est un classement hiérarchique. Donc le guide, quand il est dans ce tour de rôle, choisit la course qu'il souhaite en fonction de ses motivations, de ses compétences, et rencontre le client. Et c'est là que toute la magie et tout le hasard intervient, c'est qu'on ne connaît pas la personne que l'on va rencontrer et elle ne nous connaît pas. Et c'est là que l'histoire humaine de la course en montagne commence. Tu peux me dire qui est Madame Berger? Oui, donc c'est Madame qui est là. Voilà, Madame Berger, voilà votre guide. Bonjour. Bonjour. Eric. Valérie. Donc vous avez demandé un guide? Absolument. Vous voulez faire une école d'escalade? Ben, j'aurais bien aimé découvrir un peu ce site. Et puis vous avez du matériel? Chaussons, casque, mais pas de baudrier. Ouais. Alors moi j'aurais pas votre taille de baudrier, par contre il faudrait aller en louer un. D'accord. Où est-ce qu'il faut que j'aille Oh, il y a divers magasins là dans la rue. Et puis on peut aller regarder la météo pour demain. En principe c'est bon. D'accord. Et puis on se donne un rendez-vous pour demain. Entendu. D'accord? Pas de problème. Ça va Valérie? On est quand même pas mal hein, là, dans la nature. Village en dessous. Vous avez quoi comme température chez vous? 45 en été. Tu vois Valérie, on fait encore un ou deux lacets. Puis après on va aller au pied de la paroi, là, de la petite falaise. Et puis on va faire des voies. Là on voit des gens sur le sommet du pilier. Ok Valérie, on y va? Allez, on y va. Alors tu vois, on va là au-dessus. En fait, c'est d'anciennes voies. C'est des écoles qui sont un peu moins parcourues maintenant. Un peu moins à la mode parce qu'il faut marcher un peu. Mais qui sont très sympas et retirées un peu dans la nature. Voilà, on ouvre l'arrivée. Tu vois, ben, on va déjà au-dessus là-haut. C'est encourageant. Ouais, tu vois le premier speed qui est là.
Voilà. On peut s'équiper? Hein? C'est parti. C'est parti. T'as dérapé avec ces chaussures? Une fois. Tac, et le plus important, c'est revenir en arrière. Là, c'est solide, hein? Ah bah là c'est solide. C'est que rien, hein? Voilà. Très bien. Ok, j'attaque. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc tu laisses bien aller la corde. Le début est très facile là. Hein. Alors tu vois Valérie, tu peux prendre un peu le bord là, facilement. Puis il y a des bonnes petites prises à plat, sur le rocher, en adhérence. Relève Valérie! Voilà. Bien? C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Regarde au-dessus. Attends. Voilà, tu laisses bien aller Valérie? Et voilà Valérie, le sommet de la voie. Regarde ce qu'il y a en face de nous. Super. Donc tu vois au fond là-bas le glacier du Tour, avec l'aiguille du Tour. Après on revient là, tu vois le Chardonnay, le glacier d'Argentière. Et la prochaine fois, on pourra aller faire une voie qui est derrière le refuge d'Argentière, un peu plus loin, au-delà de l'arête qu'on voit là. Donc s'il y a un maître mot en fait dans ce métier de guide, c'est quand même l'adaptation. L'adaptation par rapport aux clients et l'adaptation par rapport aux conditions météorologiques. Les clients, parce que bon, il faut parfois une bonne dose de psychologie pour arriver à persuader les clients de changer ou de renoncer. Et puis une adaptation, et c'est celle qui est la plus fréquente par rapport aux conditions météorologiques. Prévoir un lieu, une destination, et ensuite savoir changer. C'est souvent le matin en fait que tout se décide. On a beau prévoir la veille la destination en fonction de la météo, on s'aperçoit souvent que le matin tout a changé et tout est à changer en fait. Donc on se réadapte, on change de destination, on va vers ce qui est possible. Donc comme je t'expliquais hier,
On ne peut pas aller au refuge d'Argentière parce que le téléphérique a fermé. Ils changent un câble, là, ils font des travaux. Donc le refuge est pas très facilement accessible. Voilà. Alors tu vois, on va aller au refuge du Couvercle, qui est derrière l'arête, au-dessus là. Et on va prendre un petit chemin, on va là-bas, on va descendre des échelles, traverser le glacier et puis remonter. Donc tu vois, la météo n'était pas géniale ce matin en partant, ils annonçaient pas génial hier soir. Puis fin de compte, fait pas si mauvais. Hein. Tu grimpes les bras tendus, ça te fatiguera moins. Et t'imagines, les gars, il y a une cinquantaine d'années, ils ont tout monté sur le dos pour refaire les refuges. Des fourneaux, des planches, des tas de trucs. Que du lourd. Voilà, et la dernière. Voilà. Direction le Couvercle. Ah, tu vois, ça valait le coup de marcher un petit peu. C'était dur, mais... 3 petites heures. L'endroit est vraiment sympa. Très cool. Par Tu veux te servir contre, tu m'avais promis une fondue. Une fondue, eh oui, non mais alors, Bon, c'est pas grave. le fromage c'est trop lourd. On n'a pas pu monter le fromage. Prochaine fois. Prochaine fois. Voilà. La traditionnelle soupe avec la tome. Et donc à quelle heure on se lève demain matin? Aux oranges, j'espère. Bah, pas loin quand même, hein. 5 heures. Je vais jamais pouvoir. Non, on va se lever un petit peu plus tard, là on a le temps demain. Il fera beau. Vers 6 heures, 1 heure plus tard. Et puis on va aller donc, je sais pas, t'as vu là en montant, hein, je t'ai fait voir. Donc on remonte le couloir et puis après on fait le sommet du Moine, qui est au-dessus là. Super. Allez, c'est parti. Regardez, Grande Jurasse. Alors c'est quand même relativement dommage, il y a beaucoup de monde qui ne pense qu'à faire le Mont Blanc ces dernières années. Ça devient complètement en fait un sommet commercial alors qu'autour de toi il y a des tas de sommets, tu vois, plus ou moins haut, plus ou moins facile. Et tout le monde se précipite là-bas sur ce Mont Blanc à vouloir faire le Mont Blanc. Tout le monde est entassé en fait. C'est super sympa, super facile. On va bientôt arriver sur la route. Il y a beaucoup de clients qu'on retrouve année après année et qui évoluent techniquement et on évolue avec aussi. On a un parcours comme ça de montagne en montagne où on arrive à faire des courses de plus en plus dures, de plus en plus longues. Et c'est en voyageant en fait dans ce parcours avec les clients, mais qui sont plus des amis que des clients, qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chance de faire le métier de guide. Regarde là, on se fait une petite longueur de liaison pour rejoindre l'arête. C'est une petite longueur facile. Hein. Après, quand on sera sur le sommet de l'arête, on verra l'autre versant mer de glace. Ah, super. Super, hein.
super sympa Valérie ici. C'est un petit peu plus dur que prévu, hein. Mais ça passe très bien. Ah, on approche du sommet. Le plaisir qu'on a dans ce métier, c'est le plaisir qu'on est capable de donner aux gens, aux clients. Simplement, avoir le sourire de quelqu'un au sommet d'une montagne, c'est beaucoup plus gratifiant que n'importe quel niveau technique. Et peu importe le niveau technique de la voie, ce qui compte, c'est le plaisir du client. Voilà, le petit dernier mètre. Oui. Voilà, viens à côté Ah, de je moi. suis ravie d'être ici. Hein? Super. C'est pas génial tout ça? Génial. Ah, je suis ravie d'être arrivée. Ah ouais. C'est haut, hein? Ah, et puis c'est sympa, Regarde hein. là. Chamonix, après Génial. dans le trou derrière, la mer de glace, Ah ouais, je suis vachement contente. le glacier Merci, de l'Échaud. Bah, félicitations. Merci. Oh, c'est extra. Ouais. Je suis... Ah, je sais pas comment dire. En extase. Ouais, tout à fait. Si tu vas en montagne pour avoir du bonheur et pour rechercher quelque chose de riche, cette démarche-là est toujours très bonne parce qu'elle est dans un bon axe. Mais c'est vrai que si tu vas en montagne pour dire j'ai fait une grande voie, j'ai fait le toit de l'Europe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'est une autre démarche. Et je pense que la démarche qu'il faut avoir, à la fois pour vivre longtemps, à la fois pour respecter la montagne, c'est d'être, je pense, le plus possible en osmose avec elle. C'est-à-dire de partir en se disant j'y vais pour avoir du bonheur, quoi. Le point commun à tout alpiniste, c'est la passion, c'est le feeling avec la montagne, et c'est d'essayer d'être en accord avec elle. Donc je pense que vraiment quand on est en accord avec ce milieu, on ne peut que le protéger, quoi. Mais c'est ça qui est important, quoi. Savoir pourquoi on y va. On y va avant tout pour se faire plaisir. Il ne faut pas aller en montagne pour vivre des galères, quoi.